Salut à tous, c'est Adrien, ravi de vous retrouver pour donc une nouvelle preview de ces playoffs 2023 chez Duck Hebdo, une première preview à 3 d'ailleurs, et j'ai avec moi l'équipe des Bavards. Pour le moment, on va parler d'ailleurs d'une série de l'Ouest qui risque de faire parler elle aussi, celle entre les Grizzlies et les premiers rescapés des play-in de cette année. Ce sont bien sûr les Lakers, et donc le premier intervenant avec moi, il est concerné par cette série, on va avoir besoin de ses lumières. C'est Tom. Comment ça va, Tom? Ça va bien et toi, Adrien? La forme? Eh bien, ça va, un peu fatigué, je vais pas vous le mentir, mais content de retrouver justement ces joutes de fin d'année. Là, on sort tout juste d'une soirée de play-in entre équipes 9 et 10 qui justement m'ont fait plaisir, et pas seulement à moi, également au troisième intervenant du jour. Il partage mon bonheur d'être parmi les premières équipes, donc 10e de saison régulière à remporter un match de play-in. Incroyable. C'est Constant. Ça va, Constant? Ah, ça va bien, très content. Oui, effectivement, les Bulls ont montré la voie, le Thunder a suivi. Je remarque, petit point stylistique, que Tom s'est habillé en hommage aux Lakers puisqu'il a mis du jaune. Est-ce un signe de son pronostic sur la série? Je ne sais pas. Eh ben justement, le pronostic, ça sera au bout. Ce sera du moutarde à la VAR. Oui, du moutarde. Oui, c'est vrai, tout à fait. Soyons précis. Le style, c'est important, effectivement, chez Duck Hebdo. Mais on est plus là pour justement faire une preview plus qu'un pronostic, même si on aura nos pronostics en fin de deux mini-épisodes. Une preview de cette série à l'Ouest, donc entre les Grizzlies et les Lakers. On marque évidemment la petite pause protocolaire et on en parle tout de suite. Alors, messieurs, une série qui va faire beaucoup parler déjà en dehors du terrain, mais aussi sur le terrain. On va voir ces Grizzlies qui ont terminé une très jolie saison régulière, on peut le dire, et les Lakers qui ont eu du mal à accrocher les playoffs, mais qui se sont défaits finalement des Minnesota Timberwolves après un match dont on risque de reparler d'ailleurs dans cette preview, où il y a peut-être quelques enseignements ou quelques inquiétudes à tirer. Tout d'abord, comme tout au long des previews de cette année chez Duck Hebdo, je vous propose par parler des meilleurs joueurs de cette série. Je vais garder la subjectivité pour la fin. Constant, qui est le meilleur joueur de la série et qui sont les 2 et 3? C'est pas facile. C'est pas si facile. Moi, je dirais que le meilleur joueur, c'est Anthony Davis. Que le deuxième meilleur joueur, c'est LeBron James. Que le troisième meilleur joueur, c'est Ja Morant. C'est dans cet ordre-là que je le mets. C'est susceptible d'être inversé en fonction des affinités, en fonction de ce que tu privilégies. Et je trouve que AD, cette saison, est un poil au-dessus de LeBron de par son aspect défensif, parce que je le trouve un peu plus dominant, même offensivement. Ja Morant fait une excellente saison, même s'il y a eu toutes les affaires que l'on connaît. Il faut pas oublier quand même que la saison de Ja Morant, elle est aussi solide que celle qu'il avait fait l'an dernier finalement, même s'il est moins en réussite sur son tir. Et après, LeBron James, ça reste LeBron James, donc on est obligé de l'inclure. Mais pour moi, c'est les trois meilleurs joueurs. Jaren Jackson Jr. n'est selon moi pas encore au niveau offensif suffisant pour prétendre être un des trois meilleurs joueurs de la série. J'ai vu beaucoup acquiescer. Tom, tu es d'accord sur ce classement-là? Oui, j'ai exactement le même classement. Même si pour moi, il y a vraiment un gros gap cette saison entre la valeur d'Anthony Davis et celle de LeBron James, qui est devenu cette saison un initiateur offensif moyen en termes de productivité et d'efficacité. Donc, je trouve que cette saison, on peut dire que les Lakers ont été l'équipe d'Anthony Davis, et surtout, on a vu que en l'absence de LeBron James, quand il était blessé pour ses problèmes au pied, qu'Anthony Davis a porté l'équipe littéralement sur son dos et a dominé, a offert des solutions offensives. C'est vrai que on se posait la question de qu'est-ce que serait Anthony Davis sans un initiateur all-time à ses côtés. Il a montré qu'il pouvait aller porter l'attaque, aller générer énormément de points et offrir non seulement des solutions défensives, parce qu'Anthony Davis, d'un point de vue niveau défensif, ok, il y a Jaren Jackson, ok, il y a Evan Mobley, ok, il y a Brook Lopez, mais quand lui aussi il a joué, il a rien à envier à ces joueurs-là cette saison, en tout cas sur le plan défensif. Et offensivement, c'est un joueur qui a toujours été présent et qui a su aller chercher parfois des lancers, aller chercher des points sur seconde chance, provoquer des fois. Donc offensivement, c'est quelqu'un qui, je trouve, a montré beaucoup plus de choses, et qui est en fait, le fait d'être très bon offensivement et d'être élite défensivement lui donne pour moi cette saison plus de valeur que ce qu'a pu produire LeBron James. Moi, j'ai le même classement que vous, donc je vais pas tout paraphraser, mais je vais abonder un peu dans ton sens, Tom, de ce que tu viens de dire. Il y a aussi quelque chose sur notamment cette série de Minnesota, mais sur l'ensemble de la saison, et aussi surprenant que ça puisse paraître, je trouve que physiquement,
Anthony Davis est aussi plus rassurant que LeBron James, qui m'a l'air de plus en plus emprunté. LeBron James est humain. On a vu la fin de match. On va y revenir, je pense, tout au long de cette preview, cette fin de match Lakers-Wolves. On a vu LeBron James faire des erreurs qui ne sont pas dignes de LeBron James, j'ai envie de dire. Et on a senti une fatigue, une vraie fatigue physique. Et c'est vrai qu'avec donc son replacement, ses minutes qu'il doit compenser au poste 5, et on va en parler d'ailleurs dans la rubrique juste après au niveau des match-ups, LeBron James a l'air un peu plus fatigué. Alors la question, c'était où mettre Ja Morant dans cette histoire. Est-ce que Ja Morant peut passer au fur et à mesure de la série, peut-être qu'il peut passer deuxième, voire peut-être meilleur joueur. Memphis a peut-être besoin d'ailleurs que Ja soit le meilleur joueur de cette série pour l'emporter. On pourra y revenir, mais en tout cas, avant le début de la rencontre, enfin de la série, j'ai le même classement que vous, donc Anthony Davis, LeBron, Ja et bien sûr Jaren Jackson juste derrière. Justement, enchaînons sur cette histoire de match-up, puisque je ne suis pas sûr de mon côté que les deux équipes soient ravies de s'affronter l'une et l'autre. Des deux côtés, il y a du bon et du moins bon. Commençons peut-être dans l'ordre autour des stars. Là, on en parlait. Constant, je t'ai vu un peu acquiescer. Ja Morant, il peut poser des problèmes quand même en termes de match-up pur du côté des Lakers. Ah bah oui, il peut poser des problèmes puisque il y a un point qu'il faut souligner, c'est que depuis la trade deadline, les Lakers, ils sont 6e en pourcentage de réussite au cercle laissé aux adversaires. Donc c'est pas une très bonne, contrairement à ce que j'ai pu lire par-ci par-là, où effectivement oui, Anthony Davis est capable d'être de contrer, mais les Lakers sont pas une si bonne équipe pour ce qui est de la protection de cercle. Et effectivement, du côté des Lakers, vu que tu t'es séparé de Patrick Beverley, j'ai du mal à voir qui défensivement tu peux mettre sur Ja Morant, parce que Jared Vanderbilt, qui est un bon joueur, un bon défenseur au demeurant, j'ai beaucoup de mal à le voir sur la rapidité de Ja Morant, ça va être trop compliqué. Donc, est-ce que tu mets du D'Angelo Russell? Mais alors là, pour le coup, tu tends le bâton pour te faire battre. Et pour moi, le seul joueur qui va être capable de le faire du côté de Los Angeles, c'est Dennis Schroeder. Je pense que Dennis Schroeder peut avoir un rôle important à jouer du côté de ces Lakers, parce que c'est le seul guard que je trouve susceptible de défendre Ja à peu près correctement. Mais Ja, je suis d'accord avec ce que tu as dit, pour moi, il doit dominer cette série, il doit avoir un impact statistique, il doit provoquer du côté des Lakers, il doit aller chercher ses lignes de drive. Et si on prend le problème dans l'autre sens, du côté, en fait, je trouve que Memphis, c'est embêtant parce que tu as Anthony Davis et que tu as LeBron James à jouer en playoff, mais je trouve que la match-up, elle est plus confortable pour Memphis que ce qu'elle est pour Los Angeles. Parce que contre Anthony Davis, tu vas mettre Jaren Jackson Jr., qui est level Defensive Player of the Year, et contre LeBron James, tu vas mettre peut-être Dillon Brooks, mais voilà, d'un côté, on va avoir un Ja Morant où il y a des problématiques au niveau de qui tu le défends. Côté Memphis, je suis plus rassuré pour savoir qui va être en mesure de défendre les superstars adverses. C'est vrai qu'en termes de personnel, peut-être qu'on voit plus facilement les noms à opposer du côté de Memphis, mais il y a aussi d'autres aspects à prendre en compte. J'ai vu un peu faire la moue, Tom, sur l'idée Jaren Jackson face à Anthony Davis. Peut-être une question de faute, par exemple, un sujet qui revient souvent. Pas essentiellement ça, mais je pense qu'en fait c'est une série qui va être intéressante par rapport au cross-match. Je pense que en fait les match-ups qu'il y aura en attaque entre ces deux équipes seront totalement différents des match-ups qu'il y aura défensivement. Par exemple, moi je vois bien quelqu'un comme Dillon Brooks être gardé par Anthony Davis tout simplement pour le traiter comme un non-shooter et du coup permettre à Anthony Davis de roamer. Et là où je vois Jaren Jackson aussi, plus sur Jared Vanderbilt, et mettre par exemple Tillman contre Anthony Davis et ensuite de doubler, puisqu'on sait que le playmaking d'Anthony Davis n'est pas sa qualité première. Et en fait, le fait d'avoir un match-up par exemple comme Tillman, Anthony Davis est tellement plus grand qu'il aura potentiellement tendance à vouloir lui shooter par-dessus plutôt qu'aller attaquer le cercle. Donc du coup, je pense que il y aura cette notion de cross-match. Et même LeBron James, je pense plus que LeBron James, par exemple, ce sera quelqu'un qui sera caché sur, par exemple, Xavier Tillman, tout simplement parce que c'est quelqu'un qui, offensivement, à part potentiellement poser des écrans. Alors oui, ça met la perspective de si Xavier Tillman vient poser l'écran et c'est LeBron James qui est sur lui, du coup, ça laisse LeBron James sur le périmètre face à Ja Morant potentiellement en cas de switch. Mais je trouve que comme c'est un joueur qui fonctionne, qui est très rarement impliqué sur les actions offensives en dehors de la pose d'écran, mais ça peut permettre à LeBron James du coup de sauver un peu d'énergie et de pas avoir soit à courir derrière les écrans ou voilà. Et on a vu par exemple que dans ce fameux match de play-in que LeBron James, quand il devait par exemple il était sur Taurean Prince, il le laissait grand ouvert. Il le laissait grand ouvert pour pouvoir
lui aussi se reposer et l'inviter du coup à prendre des shoots. Donc c'est vrai que je pense que c'est vraiment une match-up intéressante, tout simplement parce que il y aura vraiment un jeu d'échecs entre les cross-match et les mismatch. Et je trouve que ce qui rend la série, je pense, un petit peu plus serrée, c'est le fait que sur le secteur intérieur de Memphis, l'absence de Brandon Clark et de Steven Adams, en fait, ça fait d'une chose qui était une force de Memphis, une faiblesse, qui est l'une des grosses forces en fait des Lakers, notamment sur tout ce qui est rebond offensif. Memphis, depuis la blessure de Steven Adams, est par exemple sur le rebond, doit être dans le 20e centile sur le rebond globalement, alors qu'ils étaient au milieu de la ligue avant la blessure de Steven Adams. Et sur le rebond offensif, cette fois-ci, Memphis était dans le 90e centile et aujourd'hui est dans le 22e centile aussi, sans Steven Adams, sur le rebond offensif. Et on sait que c'est une force des Lakers, donc du coup, c'est vrai que ça rend le match-up un petit peu plus intéressant et plus, on va dire, piquant. Mais je trouve que si Memphis avait été au complet, je pense qu'il n'y aurait pas eu vraiment photo en fait entre les deux équipes. Ah bah c'est sûr que les absences que tu as citées, les absences à l'intérieur du côté de Memphis déséquilibrent le rapport de force. Et d'ailleurs, on l'a vu, cette histoire de Jaren Jackson Jr. pour contenir Anthony Davis. Et tu l'as dit sur cette période où Anthony Davis a dû porter les Lakers face justement aux Grizzlies cette saison. Il a posé 2 énormes matchs en 20-20 pratiquement les deux, je crois 28-19, ça y est 30-22, oui. Donc oui, même à 30-22. Donc il faisait du volleyball carrément. il shootait, il prenait le rebond, il avait des fautes lancées et tout. Ouais. Voilà, alors est-ce qu'il sera capable de faire la même chose en playoffs? On sait que c'est pas tout à fait le même contexte, mais en tout cas c'est une vraie problématique. Et c'est vrai que tu t'es concentré sur ce côté de la pièce, Tom, et Constant, tu l'as dit. Moi aussi, c'est le premier truc que j'ai noté. Quand on voit cette opposition, c'est dans l'autre sens, c'est le déficit athlétique du backcourt des Lakers pour contenir Ja. Alors même si et Bane surtout. Oui, je sais pas qui va peut-être Austin Reeves va le poursuivre à travers les écrans, mais tu vois, si tu décides de pas mettre par exemple D'Angelo Russell sur Ja Morant, ça veut dire que D'Angelo Russell il doit parce que tu mets déjà Anthony Davis sur un non-shooter, bah du coup ça veut dire que D'Angelo Russell il va être impliqué soit sur Desmond Bane, soit sur Ja Morant, ou sinon il va pas avoir le terrain. Oui, c'est ce que j'allais dire. Peut-être que tu auras un changement de minutes. Alors c'est compliqué d'enlever des minutes à D'Angelo Russell, peut-être sur une première série en termes de gestion de groupe et d'ego, mais peut-être plus de minutes sur un Troy Brown Jr. qui navigue peut-être un peu mieux les écrans off-ball pour suivre certains joueurs. En tout cas, il y aura des vraies clés tactiques peut-être à essayer. Je ne sais pas s'il y a des réponses exactes dans le backcourt des Lakers, mais en tout cas des choses à essayer. Et puis il y a un autre aspect. Et c'est un aspect qu'on évoquait en off rapidement en souriant. On parlait du clutch de ces deux équipes, parce que bon, on va revenir encore une fois sur ce Lakers Wolves où vraiment on a vu une fin de match. Comment la qualifier? Je vais être gentil, médiocre, voilà, des deux équipes. Les Lakers qui ont paniqué, je l'évoquais là en début de podcast, de LeBron James qui ont fait des paires de balles qui sont vraiment pas habituelles pour lui. Et puis tout au long de cette saison, on a vu Memphis galérer dans les fins de match serrés également. Donc, dans une série de playoffs où généralement on se retrouve avec des matchs à couteau tiré, qui va sortir son épingle du jeu, Constant? C'est une bonne question, parce que quand on voit la fin de match, moi j'ai envie de la qualifier de Benny Hill-esque, cette fin de match entre les Lakers et les Wolves. Il y aurait pu vraiment avoir la musique de Benny Hill, ça aurait été tout aussi divertissant. Non, après dans le clutch, et là pour le coup ça rejoint un peu sur les match-ups, j'ai du mal à voir dans une situation de clutch Anthony Davis ne pas être défendu par Jaren Jackson Jr. par exemple. Oui. Là pour le coup, vu que ça va souvent être des défenses en one-to-one, ça va être difficile de mettre Xavier Tillman dessus et de venir doubler après avec Jaren Jackson Jr. Après dans le clutch, les deux équipes sont pas rassurantes, c'est ça la problématique, c'est que d'instinct tu as envie d'avoir confiance en ces Lakers parce que LeBron James, parce que Anthony Davis, ils ont plus de qualité en théorie de shot-making du côté des Lakers que du côté des Grizzlies. Le problème, c'est qu'on voit que LeBron, au niveau du physique, ça commence quand même à souffler. C'est normal, il a 38 ans, mais on voit la fin de match face aux Wolves, il est carbonisé. Sachant que défensivement, il a quand même pas souvent fait les efforts lors du match face aux Wolves, donc tu vois c'est un euphémisme. C'est un euphémisme. Tu vois vraiment qu'il est en difficulté. Anthony Davis, ça va être sur du post-up parce qu'en termes de qualité de tir en soi, Anthony Davis, tu as envie de le laisser shooter plutôt qu'il t'enfonce près du panier.
Donc reste les lieutenants. On a vu que Dennis Schroeder a su être très clutch lors du match face aux Wolves. Dennis Schroeder est souvent d'ailleurs un joueur qui fait la différence dans des situations de match serré. Faut voir le reste. Après, c'est ça qui va être indécis, parce que côté Memphis, Ja Morant, a déjà montré, notamment face aux Wolves, qui est l'an dernier, qu'il était capable de mettre des gros tirs dans des situations de match serré. Desmond Bane, on n'est jamais à l'abri qu'il le fasse. Dylan Brooks, il est capable d'envoyer une brique comme de mettre à 3 points en ficelle. Donc il y a beaucoup d'inconnus. Je pense que c'est deux équipes qui se valent théoriquement dans le clutch, parce que elles sont capables de mettre des gros tirs comme de complètement paniquer sur 2 ou 3 minutes. Et une partie de la match-up, ça va être si les matchs sont serrés, comment tu vas aborder déjà tactiquement à qui tu donnes les tirs, ces situations de match serré, et de deux, comment tu vas réussir à gérer d'une part la grosse défense des Grizzlies, puisque on le rappelle, les Grizzlies sont la meilleure défense de NBA sur demi-terrain, et du côté des Lakers, ça va être comment essayer d'empêcher certainement du ISO Ja, avec probablement un drive à la clé. Tom, même avis sur. Je t'ai vu beaucoup acquiescer, mais est-ce que tu es un peu plus rassuré par ces Grizzlies, peut-être par la défense, comme a terminé de le dire Constant? La défense et la transition, peut-être une clé. Oui, la défense et la transition, une clé. Je pense une autre clé, ça peut être du coup, on parlait du jeu de transition, mais les Lakers, par exemple, on les voit, c'est une équipe qui peut perdre pas mal de ballons. Et Memphis, c'est une équipe qui est assez forte sur le playmaking défensif, que ce soit par les contres ou par les interceptions, pour du coup engendrer du jeu de transition. Et là, les Lakers n'ont pas vraiment de répondant, parce que sur le jeu de transition, ils sont un peu à la rue. On va dire qu'ils sont un peu à la rue. Et un peu plus lent. Je pense que voilà. Et je pense que c'est une équipe qui a tout intérêt à ce que le jeu soit ralenti au maximum, pour que Memphis ne trouve pas de flow. Et c'est ça aussi qui bloque Memphis tout au long de l'année, c'est-à-dire que sur les 3 premiers quarts-temps, Memphis est l'une des meilleures équipes de la NBA, mais de très loin. Et dans le dernier quart-temps, le ballon arrête de bouger. Vous voyez ce qui s'est passé sur le match des Wolves. Moi, j'ai vécu ça pendant 15 matchs. Voilà, 15 matchs cette saison, où tout ce qui est fait en termes de mouvement, en termes d'action loin du ballon, en termes d'échange, en termes de joueurs qui prennent des avantages, des joueurs qui récupèrent la balle directement avec un avantage, qui attaquent avec du drive and kick, des choses comme ça. Mais tout le mouvement de balle disparaît pour laisser place à quasiment de l'ISO, et ensuite avec très peu de circulation de balle, ou on écoule l'horloge pour jouer juste une action. On ne se donne pas la chance en fait d'en jouer 2, 3, 4 et de mettre à mal la défense adverse, sachant que les Lakers sont l'une des meilleures défenses. C'est ce qui les a fait revenir, c'est ce qui les a fait revenir en tout cas là sur cette saison, sur cette fin de saison. C'est vraiment le niveau défensif qu'ils ont pu acquérir avec leurs nouvelles acquisitions, qui les a fait revenir dans la course. Donc c'est vrai que ça peut potentiellement être une clé, le rythme de jeu, qui va pouvoir imposer son rythme. Et autre clé, je pense que c'est la fraîcheur de LeBron James. Tu en as parlé tout à l'heure. Dans le clutch, on l'a vu, c'est lui qui a les ballons. C'est lui qui est tu ne veux pas en fait que donner les décisions à un autre joueur que LeBron James quand LeBron James est sur le terrain. Est-ce qu'il sera en capacité d'avoir la fraîcheur physique pour encore faire les bons choix? Parce que là, on l'a vu dans les derniers matchs. Alors c'est vrai que ils reviennent de blessure. Les Lakers ont joué énormément de matchs. Encore une fois, ils ont enchaîné pas mal de matchs serrés, où en fait ils sont en sprint depuis 6 semaines, depuis 6 semaines. Ils sont en sprint, depuis la deadline, ils enchaînent comme ça. Le match à Utah, prolongation, back-to-back derrière Clippers. Ensuite, ils ont enchaîné les matchs, et puis là, ils étaient lessivés. Ils étaient lessivés totalement dans ce match, et c'est même assez inquiétant. Bon, heureusement, la NBA leur permet d'avoir plus de repos, on va dire, que d'autres séries. Que d'autres séries. Mais ce sera un facteur à surveiller, le niveau de fatigue, puisque je pense que plus la série s'étendra dans le temps, moins les Lakers seront fringants, puisque je pense que LeBron James aura un peu plus de mal physiquement.
Le sujet du vieillissement, on va appeler ça comme ça, de LeBron James nous offre une transition pour la suite de cette preview. On va prendre un peu de recul par rapport au terrain pour voir où en sont ces deux équipes et parler de cette fameuse fenêtre de titre. Alors je le rappelle, comme Ben le fait à chaque fois, vous pouvez aller écouter le podcast Dunk Hebdo qui revient plus en profondeur sur ce concept-là. Et justement, ces Lakers, commençons par eux. Alors, ce sont les Lakers de LeBron James. Tu l'as très bien dit, Tom. Tu as LeBron James, tu veux que ce soit lui qui a les balles dans les mains. LeBron James, Anthony Davis. On est plutôt sur une fin de fenêtre. La question que je vais donc poser maintenant à toi, Constant, pour te renvoyer la balle, c'est est-ce qu'elle est encore ouverte? Est-ce qu'on est encore dans une fenêtre de titre du côté des Lakers avant de passer aux Grizzlies? C'est une bonne question encore. Ça, j'hésite. Enfin, théoriquement, oui. La fenêtre de titre est ouverte pour ces Lakers depuis la trade deadline, j'ai envie de dire, parce qu'avant c'était quand même, ça me paraissait fermé. Et là, depuis la deadline, ils ont récupéré une défense élite. Ils ont toujours la théorie du MVP qui fonctionne pour eux. Je sais pas où ils étaient des codes de Vegas, mais à mon avis, ils devaient pas être dans la deuxième partie de tableau. Pour moi, elle est fermée pour ces Lakers parce que l'opposition, en fait, elle est pas fermée sur leur niveau de jeu, mais elle est fermée parce que les autres me paraissent plus solides, en fait. Que ce soit dans la conférence Est, même une équipe du côté de l'Arizona dans la conférence Ouest me paraît plus solide, ce qui fait que la fenêtre de titre est fermée pour ces Lakers. Après, ça reste LeBron James en playoff, même s'il a 38 ans, ça reste avec un Anthony Davis qui joue à un niveau l'NBA, ça reste avec une défense élite, faut pas les sous-estimer non plus. Mais pour moi, elle est plus proche d'être fermée que d'être ouverte, parce que en face, les principaux rivaux, les principales équipes sur lesquelles il va falloir passer pour aller gagner le titre sont plus fortes pour moi que ces Lakers. Tom, quel angle d'ouverture sur la fenêtre des Lakers? Pour moi, elle est fermée parce qu'ils partent de trop loin. Ils partent de trop loin, tout simplement. C'est-à-dire que là, ils vont devoir, si jamais puisque c'est leur objectif, puisqu'ils ont LeBron James et Anthony Davis, ça veut dire qu'ils doivent gagner toutes les séries en étant à l'extérieur à chaque fois. Ils partent de trop loin. Pour moi, ils partent de trop loin. C'est la raison pour laquelle la fenêtre est fermée. Et l'autre raison pour laquelle la fenêtre est fermée, c'est que je trouve que aujourd'hui, LeBron James est un initiateur qui ne te permet plus les formules d'avant. C'est-à-dire que aujourd'hui, le niveau qu'a LeBron James à l'initiation, en tout cas c'est sur la saison régulière, comparé à ce qu'il pouvait montrer auparavant, il a vraiment baissé de niveau d'un des deux côtés du terrain, voire même des deux côtés parfois, et il est obligé, on peut plus avoir du full LeBron James two-way pendant tout le match. On aura soit un LeBron James essentiellement à l'attaque, soit un LeBron James qui se donne sur la défense, mais offensivement ça va pas suivre, et c'est normal, c'est l'âge, mais du coup t'as plus cette two-way force, et je trouve qu'il glisse potentiellement dans le tiers des initiateurs, même si ça reste LeBron James. Et tu vois, pour en témoigner, on peut voir sa saison, et qu'on prend sa saison en chiffres. LeBron James, il est aujourd'hui quand tu prends les gros initiateurs avec un gros volume, il est dans le 47e centile. Tu vois, à l'efficacité, c'est quelqu'un qui a fini pour la première fois depuis sa saison rookie, il est juste à la moyenne au True Shooting Plus. Donc on sent le déclin de LeBron James. Donc à voir si on parlait de la théorie du coup du MVP, mais est-ce que LeBron James est toujours un joueur top 5? Réponse, j'ai envie de te dire d'ici quelques mois avec le DH20 de la prochaine saison, ou réponse d'ici la fin de ces playoffs. Mais je suis d'accord avec toi, je vais accentuer sur cette histoire de il part trop loin. C'est-à-dire qu'en plus, ils se sont rajoutés des play-in avec un match en overtime. Petit à petit, plus les playoffs vont avancer, tu l'as dit, dans cette série, imaginons qu'il passe dans un scénario où il passe face à Memphis, mais plus ça va avancer dans les playoffs, plus ce sera dur physiquement, et en plus, plus tu vas affronter potentiellement des équipes qui seront très dures aussi physiquement à jouer. Donc ça c'est presque mission impossible. J'ai envie de dire, pour prendre une expression de vieux, que la fenêtre est fermée à l'espagnolette, c'est-à-dire que elle est fermée, mais il reste une toute petite ouverture. On sait jamais, sur vraiment un malentendu. Peut-être qu'il y a encore une chance, et on peut le souhaiter bien sûr aux Lakers. Et de l'autre côté, nous avons les Grizzlies, et la question est la question inverse. Et d'ailleurs, je vais me retourner vers toi, Tom, pour avoir la réponse la moins objective peut-être, mais qui sait encore, je compte sur ton objectivité. Mais est-ce que on commence à l'ouvrir, justement, cette fenêtre du côté des Grizzlies, ou c'est encore un peu tôt, même si tu viens de finir quand même 2e à l'ouest de cette saison régulière? Pour la 2e année d'affilée.
En plus. Mais enfin, je trouve que pour moi la fenêtre elle est fermée encore. Enfin, déjà, l'équipe, son meilleur line-up ne peut pas jouer puisque Brandon Clark n'est pas là pendant quasi 1 an là, je pense. Donc non seulement il est impacté sur sa fin de saison, mais sur même le cours de la saison prochaine, ce serait impacté. Donc je trouve que la fenêtre de Memphis n'est pas encore totalement ouverte, même si l'équipe a mis la plupart en fait des armes de son côté, puisque c'est la meilleure équipe cette saison à domicile de toute la NBA, qui a l'avantage du terrain jusqu'au final de conf potentiellement. Donc si en fait ce qui s'est passé en saison régulière est respecté, ça veut dire qu'il pourrait normalement se qualifier jusqu'en finale de conf en gagnant les matchs à domicile, sans devoir aller chercher les matchs à l'extérieur. Mais je trouve que la fenêtre est encore fermée puisque l'équipe n'est pas encore assez prête. Encore une fois, leur meilleur joueur est encore dans son contrat rookie. Il n'est pas encore dans son deuxième contrat. Mais c'est vrai que les fondations sont bonnes. Il y a un bon supporting cast. Tu as un initiateur offensif élite, même si à l'efficacité, il ne fait pas encore partie de la classe des joueurs supérieurs. Tu as un potentiel défenseur de l'année, n'en déplaise aux fans d'Evan Mobley. Et tu as aussi l'un des meilleurs shooters de la ligue en la personne de Desmond Bane, qui joue des deux côtés du terrain, et l'un des meilleurs défenseurs de la ligue sur le périmètre avec Dillon Brooks. Donc c'est vrai que ça te fait un bon mélange, mais c'est vrai que l'effectif est jeune, la rotation est très jeune, a peu d'expérience de play-off. Donc pour moi la fenêtre n'est pas encore ouverte, même si il y a des éléments statistiques qui pourraient le faire croire. Un peu comme les Cavs de l'autre côté. Constant, même question forcément. Non, pour moi, elle est toujours fermée. Ça manque d'un ailier dominant. Tu leur mets un joueur de qualité à l'aile. Pour le coup, elle serait plus ouverte. Et puis là, avec la blessure de Brandon Clark et de Steven Adams, s'ils avaient été présents, quand je vois le tableau des playoffs, je me dis, elle aurait pu être un tout petit peu ouverte. Mais avec l'absence des deux, déjà, s'il en avait manqué un, si un des deux avait été absent, elle aurait été un peu plus fermée. Mais là, avec les deux, ça limite trop Tyler Jenkins dans ses possibilités de line-up. Et même s'ils avancent au fur et à mesure des match-ups et des adversaires qu'ils pourront potentiellement rencontrer, ça va encore plus les restreindre. Oui, le groupe est jeune, comme l'a dit Tom. Tu as un joueur, Ja Morant, qui, pour moi, selon mes critères de ce qu'il faut pour gagner un titre, n'est pas un joueur qui peut t'amener au titre en étant première option. Pas pour l'instant, en tout cas. On verra les années précédentes, enfin les années suivantes, au fur et à mesure qu'il prendra de la bouteille. Et offensivement, je trouve que cette équipe manque quand même trop de garanties, justement dans ces situations de match serré, pour être une équipe que je peux considérer comme contender. Donc, elle est pas encore ouverte, elle est fermée, mais elle est fermée pour cette année. Malgré tout, j'ajouterais que quand je vois le tableau des playoffs, oui, effectivement, ils jouent les Lakers au premier tour, ce qui n'est pas une match-up évidente, mais pour moi, ils ont quand même une chance au moins à la finale de conf. C'est ça en fait qui est imprévisible avec ces Grizzlies, c'est que je serais aussi surpris s'ils vont en finale de conf que s'ils se font sortir par les Lakers. C'est pour ça que je les trouve absolument imprévisibles, mais le titre non, finale de conf, peut-être. Surtout que l'an dernier, ils sont allés en demi-finale et que s'ils perdent au premier tour, ce serait un step en arrière par rapport au progrès effectué l'an passé. Oui, c'est vrai qu'on peut juste avoir un peu peur de cette stagnation par rapport à l'année dernière, mais on est quand même sur une équipe sur une pente ascendante globalement, malgré tous les obstacles de cette saison. C'est vrai que cette série pourrait faire mal si tu sors, mais a priori, voilà, comme vous disiez, c'est peut-être un peu tôt pour décréter que la fenêtre est ouverte. Donc je vais poser la question qui va avec derrière. Qu'est-ce qu'on attend de cette série? Est-ce que, comme vient de le dire Constant, Tom, finalement, il faut quand même gagner pour les Grizzlies, au moins pour se rassurer, pour se dire on est toujours sur une progression, on va vers justement cette ouverture de fenêtre, on prend de l'expérience en play-off pour ce groupe-là, et puis après on ajustera pour justement finir par l'ouvrir vraiment, cette fenêtre de titre. Oui, je pense que l'objectif de Memphis, c'est de gagner cette série. Hein. En tout cas, je pense que globalement, pour eux en tout cas, ils se voient pas inférieurs à cette équipe des Lakers. Donc l'objectif pour eux, c'est de gagner la série. D'ailleurs, il y a eu des déclarations de Dillon Brooks qui disait en fait que ça le dérangeait pas de prendre les Lakers au premier tour pour le challenge et pas parce qu'ils sont mauvais. N'en déplaise à ce qui est dit notamment dans la sphère NBA française, puisque Dillon Brooks, on aime bien lui faire dire tout et n'importe quoi. On aime bien ne pas aimer Dillon Brooks. Voilà, c'est ça. C'est difficile de l'apprécier après pour certains c'est ça, comportements. Mais bon. C'est vrai. Mais du coup, ouais, je trouve que
Memphis va jouer crânement sa chance, va regarder les Lakers, je pense, droit dans les yeux. Et je trouve que aujourd'hui, c'est une équipe qui, si on enlève par exemple LeBron James et Anthony Davis, c'est une équipe qui globalement est bien meilleure, qui a un avantage au niveau du coaching, qui a un avantage sur les lignes extérieures, qui a aussi un avantage au niveau de la profondeur et tous les joueurs après le 1 et le 2 des Lakers, quoi, globalement. Enfin, t'as une grande majorité des joueurs qui arrivent, notamment, tu vois, Desmond Bane, on n'en parle pas, mais c'est un potentiel All-Star, littéralement, cette saison. Et je trouve que l'équipe a tout ce qu'il faut, en dehors potentiellement de l'expérience pour... je pense que c'est ce qui est retenu contre eux, quoi, l'expérience, le manque d'expérience, la jeunesse et la faiblesse sur demi-terrain, même si en deuxième partie de saison, c'est quelque chose qui a été plutôt gommé avec l'arrivée de Luke Kennard, à voir si lui va pouvoir jouer dans cette série. Mais les Lakers ont aussi d'autres questions sur qui ils vont pouvoir mettre aussi sur le terrain. Pour toi aussi, Constant, je pense que c'est le cas, hein, vu tout ce que tu as dit jusque-là. L'objectif de Memphis, c'est de se rassurer en battant justement ces Lakers. Ouais, même au-delà de se rassurer, je pense que c'est une série un peu statement pour ces Grizzlies, parce que je trouve qu'on leur manque un peu de respect, mais qu'on les sous-estime et qu'on a toujours l'impression que c'est une équipe qui est là par chance ou parce que les autres équipes ont sous-performé en saison régulière. L'an dernier, la série face aux Wolves, c'était une série quand même où ils gagnent, mais en étant bien aidé, on va dire, justement par certains mauvaises périodes des Wolves. Contre les Warriors, il y a la blessure de Ja qui floue un petit peu toute la série. Je trouve que ces Grizzlies, en fait, ils ont une progression linéaire depuis l'arrivée de Ja Morant, c'est-à-dire que première année, ils sortent au play-in, l'année suivante, ils se qualifient en play-off, l'an dernier, ils font demi-finale de conf. Théoriquement, la progression linéaire, ce serait une finale de conf. Je trouve que de jouer ces Lakers, Dylan Brooks effectivement est content parce que ça peut vraiment, s'ils arrivent à battre ces Lakers, ça peut être vraiment le seal of approval en anglais avec mon accent anglais absolument horrible, et ça pourrait vraiment être la confirmation que non, ces Grizzlies sont une vraie équipe de playoff, méritent leur place et qu'il faudra compter sur eux. Donc vraiment, je pense que ça peut être une série statement pour eux et que de leur côté, ils sentent que ça peut être vraiment l'occasion de marquer un grand coup dans la ligue en sortant une équipe des Lakers constituée de LeBron James, de ses 260 matchs en play-off et d'Anthony Davis. Ouais, j'avais noté un peu la même chose, d'éviter aux Grizzlies d'entrer, enfin, petit à petit, ils y sont pas encore, mais dans ce costume, et tu l'as bien dit, Constant, ce costume d'équipe de saison régulière, un titre qu'on peut balancer ici et là, qu'on avait donné au Jazz pendant un moment, et ils veulent s'éviter là. Et puis il y a cet aspect pour repasser aussi du côté Lakers. Je vais vous donner la parole pour les Lakers. Je trouve qu'il y a un côté, peut-être t'as parlé de statement, mais alors je vais peut-être un peu loin en parlant d'historique, mais dans l'histoire longue, on va dire, de la NBA, je trouve que cette série, elle dit des choses entre est-ce que on ferme le chapitre LeBron James et la fenêtre justement définitivement, est-ce qu'on ouvre un nouveau chapitre avec notamment Ja Morant parmi les gros stars de la NBA, ou est-ce que pas encore, est-ce qu'il y a un sursis, est-ce que les papis vont faire de la résistance, est-ce que c'est pas un peu ça finalement l'objectif des Lakers, de prouver que non, la fenêtre est pas encore totalement fermée. Du coup, Tom, je me retourne vers toi. Après, tu vois, les Lakers ont dit papy, mais si, que LeBron James, pas si vieux que ça, il y a LeBron James. Ils sont pas si vieux que ça, c'est ça le truc en fait, c'est que t'as LeBron James, t'as Anthony Davis qui ont de l'expérience, t'as aussi Dennis Schroeder, mais sinon t'as pas énormément de joueurs si expérimentés que ça dans cette équipe-là, hein. Et puis c'est une équipe qui s'est reconstruite un peu à la trade deadline, et c'est vrai que encore une fois, vous l'avez très bien dit dans le dernier 4K, hein, c'est difficile de tirer des leçons de ce qui se passe dans les matchs après l'All-Star Game, parce que t'as des équipes qui reposent tout le monde, t'as des équipes qui jouent pas, t'as des blessures, t'as des trucs. Donc c'est difficile, même statistiquement, c'est difficile de trouver des choses vraiment qui te permettent de qualifier concrètement, parce que voilà, des données exploitables, parce que l'échantillon est vraiment trop faible et il y a trop de variables d'ajustement. Mais c'est vrai que cette équipe reconstruite, moi ce que j'ai trouvé intéressant par rapport à cette équipe-là, c'est que par exemple, moi, je trouve que généralement les coachs, quand ils sont dos au mur, un peu comme les joueurs, ils reviennent à leur instinct et aux joueurs en qui ils ont confiance. Et on l'a vu face aux Wolves, c'était dur. Tous les joueurs qu'ils ont recrutés, il y avait personne sur le terrain. Ouais. Il y avait personne sur le terrain.
Hachimura a fait un petit passage, mais sinon D'Angelo Russell, il était pas là. Vanderbilt, il était pas là. C'est logique, vu le match de D'Angelo Russell et le match de Vanderbilt. Ouais. Et donc, tu vois, alors que c'est des gars qui sont du coup, qui sont un peu les porte-étendards de ces nouveaux Lakers. Ben, quand ça a été chaud, Darvin Ham s'est passé de leur service. Qu'est-ce que ça veut dire pour ce qui va se passer en playoff? Je ne sais pas. Du coup, ouais, Constant, comment tu vois toi l'objectif des Lakers? Est-ce que c'est l'affirmation des nouveaux Lakers, du coup, un peu? Ouais, bah après, pour revenir sur ce qu'a dit clore le chapitre LeBron James et laisser la place à la nouvelle garde, pour moi, ça passera par la potentielle élimination d'une autre équipe de la conférence Ouest, pour dire vraiment la nouvelle génération a pris le pas. Clin d'œil, si vous voyez de qui je parle. Mais non. Et, oui, pour l'affirmation de ces nouveaux Lakers, ouais. En fait, cette saison, c'est difficile de raisonner comme ça parce que LeBron James a 38 ans, mais cette saison, elle pourrait servir de test pour l'an prochain, en fait. Parce que c'est difficile de bâtir quelque chose sur 2 mois, en fait. Les Lakers nouvelle génération, ça fait à peine 2 mois que c'est le cas, qu'ils sont en place. En plus, quand ils ont joué Memphis cette saison, ils ont jamais joué Memphis avec Anthony Davis et LeBron James en même temps, donc c'est encore plus difficile de voir comment vont répondre les deux quand ils vont jouer cet adversaire. Du côté des Lakers, ça va être l'objectif, ça va être d'essayer de créer un upset et surtout de prendre un des 2 premiers matchs à Memphis, parce que les Lakers sont pas une si mauvaise équipe que ça en déplacement, ils sont en 20-21 à l'extérieur. Par contre, ils vont jouer le meilleur bilan à domicile de toute la ligue. Gagner à Memphis, c'est compliqué. On sait que Memphis, quand ils vont du côté de Los Angeles, bon, il se passe 2-3 choses. Bon, là, ça va peut-être être un peu plus cadré. Ça va peut-être être un peu plus cadré là pour les playoffs. Mais oui, la priorité, c'est de prendre un des 2 matchs, profiter des jours de repos qu'il va y avoir, notamment entre le Game 2 et le Game 3, où ils ont 3 ou 4 jours de repos, je crois. Profiter justement de ce repos pour se ressourcer. Et ouais, ça va être gagner un des 2 premiers matchs, ensuite on verra. Mais si tu retournes au crypto.com Arena mené 2-0, ça va être difficile. Oh, ce nom de salle, je m'y ferai toujours pas. Mais ah, c'est dur. C'est ça, hein. Et puis il y a un nom aussi que je voulais citer qu'on n'a pas encore cité, un joueur qui va être intéressant à suivre dans cette série, c'est le petit Austin Reeves, qui est quand même qui fait une super fin de saison régulière. Oui. Peut-être que on peut voir Austin Reeves prendre un peu d'expérience en playoff, comme tu dis, Constant, pour voir, parce que c'est vrai qu'on l'oublie, mais en début de saison, les Lakers, on était sur les suites de l'épisode Russell Westbrook, de cet imbroglio, ils s'en sont sortis depuis pas si longtemps, donc peut-être qu'on peut leur donner une saison de plus. Mais pour le moment, nous, ce qui nous intéresse, c'est cette série-là, et justement, il va être temps de se mouiller. Tom, je vais te garder pour la fin, entre Constant et moi pour l'instant. Qui passe, Constant? Alors, quand j'avais mis mon pronostic sur Twitter, j'avais mis 4-2 Lakers. Et ben là, je mets 4-3 Grizzlies. Je change mon pronostic parce que les Grizzlies sont la meilleure équipe en field goal percentage differential. Donc voilà, c'est déjà très solide. Et les Lakers sont derniers en 3-point field goal differential. Ça, c'est quand même très solide. Ils sont derrière nous? Oui, ils sont derniers. Tu peux checker. Ils sont derniers. Je pense que même si défensivement ça va être compliqué, Luke Kennard a un rôle à jouer dans cette série. Même s'il n'aura pas le temps de jeu qu'il a actuellement, je pense et Denzel Bain aussi. Enfin, globalement, les guards / ailiers de Memphis ont un rôle à jouer. Je mets 4-3 Memphis parce que je trouve que finalement, ils ont pas Anthony Davis et LeBron James, mais ils ont quand même un effectif qui est meilleur que ces Lakers. Je vois pas une série expéditive d'un côté comme de l'autre. Je pense que c'est une série qui va aller loin, avec peut-être des victoires en déplacement d'un côté comme de l'autre. Je serais pas surpris qu'il y ait 2-2 par exemple, sans même parler d'un Game 7, mais je serais pas surpris qu'il y ait 2-2 et un Game 5 décisif du côté de Memphis. Donc ouais, je mets 4-3 Grizzlies. Même si généralement sur un Game 7 je raisonne en me disant quel est ton meilleur joueur et je pronostique c'est l'équipe favorite qui a le meilleur joueur. Et là je dis 4-3 Memphis avec potentiellement une grosse série de Ja Morant qui fait un peu oublier les polémiques extra-sportives et vraiment une série où Memphis dit non, ça y est, on est parmi les grosses montures de la conférence Ouest. Eh bien écoute, avant d'avoir l'avis de Tom, je vais pronostiquer mon premier upset, moi aussi
de ces previews. Je vais être sur le pronostic que tu avais donné, Constant, du 4-2 Lakers. Alors pourquoi 4-2? Tu l'as très bien dit, parce que je vois pas les Lakers en gagner 2 à Memphis. Donc j'imagine un scénario où ils en gagnent 1, parce que si on va en 7, tu l'as dit, malgré l'expérience des Lakers, j'ai du mal à les voir gagner un 7e match. Donc je tente le 4-2 Lakers, mais comme on l'a très bien dit dans cette preview, vraiment, ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Donc, ce qui permet d'avoir un partout, j'ai envie de dire, sur cette preview. Et Tom, je te laisse trancher, j'imagine quand même, avec un peu de chauvinisme. Oui, moi je pense je pencherais plus sur un 4-2 Grizzlies qui tend aussi vers le 4-3, plus vers le 4-3 que vers le 4-1 Grizzlies. Je pense que si par exemple il y avait Steven Adams et Brandon Clark, je pense qu'on serait beaucoup plus proche du 4-1. Mais là avec tout ça, je pense je pars sur un 4-2. Je pense que Jaren Jackson Jr., le nombre de minutes, ça va être important maintenant qu'il est libéré de tout le suivi de blessures, puisque son temps de jeu a augmenté mois par mois. Alors oui, il y avait les fautes, mais il y avait aussi le fait qu'il avait une grosse blessure durant l'intersaison, et du coup, mois par mois, son temps de jeu a augmenté. Taylor Jenkins, parlait souvent de le garder aux alentours de 31 minutes pour être frais après arriver au moment des playoffs. Et je pense que si, par exemple, un joueur comme Jaren Jackson Jr., avec ce qu'il a montré sur la fin de saison, notamment des deux côtés du terrain. Alors oui, on sait ce qu'il a fait toute la saison défensivement, mais ce qu'il a pu montrer offensivement sur la fin de saison pendant que Ja Morant était absent. Si ce gars-là peut jouer plus de 35 minutes chaque soir, je pense que dans la série peut aller très vite. Ça vas-y, pardon, Constant. Excuse-moi, juste rajouter un dernier truc. Je sais pas pour vous, mais cette série, elle me fait un peu penser aux Suns Lakers justement d'il y a 2 ans, avec une équipe qui est up and coming, qui vont jouer des Lakers qui sont considérés comme favoris parce que ce sont les Lakers, parce que ce sont LeBron James et Anthony Davis. Et finalement, c'est une série qui se termine à 4-2 pour les Suns, avec il y a la blessure d'Anthony Davis au Game 3, mais elle me fait un peu penser à cette série vraiment avec les nouveaux loups, sans faire de mauvais jeu de mots, avec les nouveaux oursons de la conférence Ouest qui arrivent contre les vieux loups, toujours pas de mauvais jeu de mots, et contre les vieux loups de Los Angeles. Ça me donne un peu ce feeling avec si ça se passe comme les Suns, avec une équipe de Memphis qui n'aura pas peur de ces Lakers. C'est vrai que c'est un sujet qui revient ces dernières années. On n'arrive pas encore, en tout cas nous chez Dunk Hebdo, on se pose beaucoup la question, ça fera peut-être l'objet d'un podcast, à fermer cette page justement de la vieille garde, et parce qu'on cite là beaucoup LeBron James, t'as fait quelques allusions. On peut penser à Curry, à Kevin Durant, en tout cas cette génération-là qui a dominé la NBA, et de donner les clés à des, tu as cité les Suns de Devin Booker, voilà, Ja Morant dont on vient de parler ici. Donc ça va être intéressant à suivre. Voilà, une quarantaine de minutes, presque 45 minutes, comme prévu. On est 3, on a parlé un peu plus que d'habitude. On va se faire taper sur les doigts. Oh, non, il est très gentil, Ben. On le salue, on le fait à coucou, bien sûr. Et puis, on n'en a pas fini. C'est pas là encore la dernière preview de ces playoffs. Mais du coup, merci messieurs. Merci à vous qui nous avez écoutés, qui nous suivez nombreux avec tous ces podcasts qui sortent, même ces mini-podcasts preview en ce moment sur Dunk Hebdo. Donc, comme d'habitude, vous nous retrouvez un peu de partout, sur YouTube, sur Twitter, sur les plateformes de podcast, Spotify, Podcast Addict, Apple Podcast. Et puis, écoutez, on souhaite une excellente journée, j'allais dire, mais peut-être soirée, selon l'heure à laquelle vous nous écoutez. Et puis, on se dit à bientôt pour une nouvelle preview ou un nouveau podcast. Salut les gars. Salut.